Qu'est-ce qui s'est passé avec Juré numéro 2? Peut-être que depuis le 30 octobre 2024, vous avez eu l'occasion de voir le dernier film de Clint Eastwood. Et si vous êtes comme moi, vous avez peut-être trouvé le film super, tout comme une bonne partie de la presse. Sauf que malgré cette réception enthousiaste, Juré numéro 2 a eu une sortie des plus chaotiques, en particulier sur le sol américain. Ce qui amène à se demander si Warner Bros n'a pas trahi l'un de ses auteurs les plus prestigieux. C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est l'occasion de détricoter tout ce bordel. Ça reste l'une des stratégies les plus incompréhensibles et aberrantes de 2024. À 94 ans, Clint Eastwood a signé avec Juré numéro 2 son 41e film. Un film qui, sous ses airs de film de procès et de thriller efficace, condense toutes les obsessions du cinéaste sur les limites de la justice, l'ambivalence morale comme élément constitutif de la société américaine et au fond, comment le mal peut se cacher derrière le vernis de la petite famille parfaite. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire ma critique sur le site d'Écran Large. Au fond, il y a quelque chose d'assez définitif avec ce Clint Eastwood, surtout qu'il a été annoncé assez tôt comme son probable dernier effort derrière la caméra. Donc c'est pas rien. Bon, depuis, certaines rumeurs veulent qu'il ait déjà validé le casting principal d'un film qu'il tournerait en 2025, mais ça reste à confirmer. De toute façon, c'est simple. Il nous enterre à tous. Oh yeah. Si on connaît Clint Eastwood comme acteur mythique du cinéma américain, il s'est aussi imposé comme l'un de ses derniers géants côté réalisation, ce qu'il a commencé à faire dans les années 60. Et une grande majorité de ses films, il les a fait sous la bannière de Warner Bros, dont il fait partie de la vitrine d'auteurs depuis plusieurs décennies. Pale Rider, Impitoyable, Sur la route de Madison, Mystic River, je vais pas tous les faire, mais c'est du culte en barre, et Warner en a tiré à la fois pas mal de sous-sous, mais aussi des récompenses et tout le tralala prestigieux qui va avec. Pourtant, en Amérique du Nord, Juré numéro 2 a eu une sortie au cinéma extrêmement limitée. On parlerait de 31 salles aux États-Unis et au Canada, et encore, on n'a pas le compte précis, puisque Warner a décidé de garder ces informations cachées, au même titre que les recettes au box-office domestique. Alors pour vous donner une idée, en temps normal, une sortie comme ça a la droit à une moyenne de 3000 écrans. Cette approche peu conventionnelle, et honnêtement un peu inquiétante, a clairement eu des airs de sacrifice, qui n'étonnent pas trop de la part de Warner. Alors il s'avère que la réalité est un peu plus nuancée, et je dis bien un peu, mais le résultat est là. Juré numéro 2, c'est un film qui a été bazardé sans autre forme de procès, lol MDR. Et ça pose une question simple, est-ce que c'était mort d'avance, ou est-ce que Warner est complètement passé à côté du potentiel du film? C'est ce qu'on va voir après ce petit intermède. Chez Écran Large, on aime le cinéma mais aussi la bouffe. Sauf qu'on trouve pas toujours le temps de bien manger, voire de manger tout court, quand on enchaîne les séances en festival, qu'on se lance dans un marathon du Seigneur des Anneaux en version longue, ou tout simplement qu'on va au cinéma entre midi et 2 ou en début de soirée. Une bonne solution pour éviter les gargouillis pendant le film, puis le coup de barre ou la petite baisse de tension en sortant de la salle parce qu'on n'a rien dans le ventre, c'est YFood avec qui nous sommes en collaboration commerciale. YFood, c'est une marque alimentaire qui propose des repas complets à boire quand on n'a pas le temps de faire un vrai déjeuner. C'est une alternative qui évite de grignoter n'importe quoi ou de sauter un repas. Aujourd'hui, je vous présente le pack découverte qui comprend 5 boissons de 500 ml avec goût vanille, chocolat, fruits rouges, café glacé et banane. C'est pratique parce qu'elles n'ont pas besoin de réfrigération, donc on peut les emmener partout avec nous et ça se conserve pendant 1 an, en plus de nous rassasier de 3 à 5 heures. Sinon, on a aussi les bars pour 2 à 3 heures de satiété et un bon boost d'énergie pour éviter le coup de mou à la mi-journée. Bon, pareil, il existe un pack découverte avec 8 bars et comme goût, caramel salé, noisette grillée, noix de coco et chocolat blanc, noix salée et brownie. L'avantage, c'est que les frais d'expédition sont offerts sur tous les packs découvertes et les commandes de plus de 30 €. Encore mieux, avec le code promo Écran Large-YouTube, vous aurez 10% de réduction. On vous met toutes les infos et les liens dans la description de cette vidéo. Si je vous dis 3,8 milliards de dollars, vous me direz sans doute que c'est beaucoup, et si c'est pas le cas, c'est que vous êtes sans doute Elon Musk, et dans ce cas, j'ai pas vraiment envie de vous connaître. Amazing! Cette somme, c'est le total que les films de Clint Eastwood ont rapporté juste sur le sol américain tout au long de sa carrière. Alors vous pourrez me dire que quand on a tourné depuis aussi longtemps, c'est normal que le chiffre grimpe. Mais ce serait oublier que le réalisateur a connu de nombreux succès populaires. Et là aussi, vous pourrez me dire que c'est facile avec une telle longévité et que ses plus grands cartons sont sans doute derrière lui quand il n'avait pas encore les cheveux blancs. Mais au contraire, Clint Eastwood n'a jamais été plus populaire que dans les années 2000 et 2010. Prenez ses 6 plus gros succès au box-office américain.
ceux qui ont dépassé la barre symbolique des 100 millions de dollars de recettes. À part Impitoyable, qui est sorti en 1992, vous avez Million Dollar Baby, sorti en 2004, La Mule en 2018, Sully en 2016, Gran Torino en 2008, et bien sûr, le record absolu d'Eastwood, American Sniper, en 2014. Et c'est important qu'on y revienne, parce qu'en plus d'avoir récolté 6 nominations aux Oscars, le biopic sur Chris Kyle a accumulé 347 millions de dollars de recettes rien qu'en Amérique du Nord. C'est déjà impressionnant, mais ça en fait surtout techniquement le plus grand succès de l'année 2014. Alors bien que le film soit sorti le 25 décembre et que le plus gros de son box-office ait été fait en 2015, mais bref. Pour bien comprendre, il a battu le bulldozer qu'a été en 2014 Les Gardiens de la Galaxie et ses 333 millions de dollars. Clint Eastwood plus fort que Marvel, ça c'est le cinéma qu'on aime. Donc maintenant qu'on a tout ça en tête, qu'est-ce qui justifie que Juré numéro 2 ait été aussi maltraité par Warner? La raison logique, c'est que les films d'Eastwood n'ont pas tous réussi à rencontrer le même succès qu'American Sniper. C'est particulièrement le cas du 15h17 pour Paris, qui n'avait rapporté que 57 millions de dollars de recettes mondiales, du cas Richard Jewell, qui n'avait amassé que 44 millions, et surtout Cry Macho et ses pauvres 16 petits millions. Cependant, il est bon de rappeler que Cry Macho a non seulement subi la crise sanitaire de plein fouet, mais aussi la stratégie du day and date de Warner, qui consistait alors à sortir ses productions en simultané en salle et sur sa plateforme Max, à l'époque HBO Max. Parce que je vois déjà les mauvaises langues dire que c'est parce que le film est mauvais, alors que bon, c'est pas un grand film, mais il y a quand même de belles choses dedans, je le signe. Et puis, comme je le disais, après American Sniper, on a quand même eu Sully et La Mule qui ont respectivement rapporté 214 et 175 millions de dollars dans le monde. Mais le plus important, au final, c'est que la plupart des projets de Clint Eastwood dépendent d'économies plutôt humbles, qui dépassent rarement les 60 millions de dollars de budget, typiquement les budgets moyens qui manquent tant à Hollywood aujourd'hui. Et dans le cas de Juré numéro 2, on parlerait même de 35 millions de budget. Donc même dans le cas où Cry Macho n'est pas un succès, le bid ne peut pas être à l'échelle cataclysmique d'un truc comme The Flash, dans lequel Warner a dépensé sans compter pour qu'en plus ça ressemble à ça. Bien sûr, de ce point de vue-là, il y a un coupable tout trouvé en la personne de Satan, aussi nommé David Zaslav, le PDG de Warner. Alors pour rappel, le président de la firme a pris ses fonctions en avril 2022, après la fusion entre Warner Bros et Discovery. Depuis, le patron a été remarqué pour ses méthodes, disons, un peu agressives et orientées sur le seul business des films et peu portées sur l'artistique. Ça va de la suppression de projets terminés pour faire des économies, comme les cas de Batgirl et de Coyote vs Acme, mais aussi de son plan pour capitaliser bêtement sur toutes les franchises à disposition du studio, d'Harry Potter avec la série à venir sur Max, ou DC avec le reboot de James Gunn. Alors pour être clair, Zaslav s'est imposé en très peu de temps comme l'une des personnalités les plus détestables d'Hollywood. C'est le cliché du grand patron connard qui se donne un salaire mirobolant en pleine grève des scénaristes et des acteurs et qui va trouver le moyen de te faire comprendre que l'art, c'est assez surfait dans le cinéma. C'est le pire qui pouvait arriver pour Warner et c'est là que ça devient intéressant. Cry Macho est sorti en fin d'année 2021 et lors de sa prise de fonction en 2022, Zaslav n'a pas manqué de demander aux pontes de Warner pourquoi le film avait été validé par le studio. En mai 2022, le Wall Street Journal avait rapporté les propos du PDG, alors que les exécutifs ont admis qu'ils anticipaient plus ou moins le flop de Cry Macho dès le greenlight du film, mais que c'était dû à une certaine loyauté envers Clint Eastwood. Pour résumer, Zaslav il a argumenté que la Warner ne devait rien à Eastwood, même après toutes ces années de bons et loyaux services. Ce qui l'aurait renforcé par cette phrase de pur entrepreneur de merde, « It's not show friends, it's show business ». Alors je peux pas totalement traduire le jeu de mots, mais ça donne un truc du style « On n'est pas là pour être amis, c'est le showbiz ». Envie de crever. Si le cas de Juré numéro 2 a autant fait parler, c'est qu'il semble être le dernier clou dans le cercueil d'une certaine vision du cinéma. Pendant longtemps, Warner avait réussi à rester ce studio identifié pour son accompagnement d'auteurs américains populaires, dont Clint Eastwood était d'ailleurs l'un des chefs de file. Depuis, on a pu observer le départ contrarié de Zack Snyder après la Bérésina Justice League, ou celui de Christopher Nolan lorsque la Major a révélé sa stratégie du fameux day and date pendant le Covid. Vous connaissez l'amour de Nolan pour la salle de cinéma, donc l'idée de voir un film débarquer direct en streaming, ça lui a pas beaucoup plu, et il s'était d'ailleurs entiché d'une phrase que je trouvais assez lourde de sens. Certains des plus grands cinéastes et des plus importantes stars de notre industrie sont allés se coucher la veille en pensant qu'ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma. Ils se sont réveillés le lendemain en découvrant qu'ils travaillaient pour le pire service de streaming. Comme quoi, il n'y a pas que dans Oppenheimer que ça lâche des bombes. Bon, depuis, Nolan collabore avec Universal, et la morale de l'histoire, c'est que Warner doit regretter d'avoir vu le quasi milliard de dollars de recettes d'Oppenheimer lui passer sous le nez. Mais maintenant que ça c'est dit,
il convient de nuancer un peu l'approche discutable de la firme. Dans un article du 4 novembre 2024, The Hollywood Reporter a expliqué que le sort de Juré numéro 2 a toujours été d'être un film de plateforme, et il semblerait même que Eastwood aurait été plutôt d'accord avec ça. Le vrai choix discutable de Warner aurait été de ne jamais officialiser la chose, d'où la circonspection d'une bonne partie de la presse et du public. Pour être franc, l'article me semble un peu complaisant avec la Major sur ce point, parce que même si c'est vrai, ça reste une aberration en termes de communication. Reste que l'analyse de The Hollywood Reporter met en avant quelques arguments de poids. D'une part, à l'instar de toutes les plateformes de streaming, Max est loin d'être rentable, et ce gouffre financier a bien besoin d'appels d'offres forts pour attirer les abonnés. Le truc, c'est que Juré numéro 2 est sorti aux États-Unis sur Max le 20 décembre 2024, et à la date du 6 janvier 2025, le film était toujours premier des charts du service de SVOD. Est-ce donc un succès pour Warner? A priori oui, mais c'est difficile à dire. Le résultat reste très flou, et le manque de chiffres de la part de Warner sur les recettes en salle n'aide vraiment pas à se projeter. Mais The Hollywood Reporter pointe du doigt une autre raison pour la sortie limitée de Juré numéro 2 sur grand écran, l'embouteillage des films de l'automne à destination d'un public plus âgé. Que vous preniez des films comme Megalopolis, Conclave ou encore Here de Robert Zemeckis, beaucoup des drames qui sortent sur cette période-là peinent à trouver leur public. À l'heure où les démographies de spectateurs sont de plus en plus segmentées, le cinéma américain constate qu'il est plus difficile d'attirer un public jeune sur des propositions jugées plus adultes. Les 40 ans et plus sont un public volatile et moins fidèle, et cette donnée semble s'accroître au vu de certains flops récents. Et The Hollywood Reporter parle notamment de Here de Robert Zemeckis, pour lequel on observe que 45% de ses spectateurs avaient 55 ans et plus, ce qui est très rare. Warner aurait donc évité de jeter Juré numéro 2 dans un écosystème hostile, mais on ne saura jamais vraiment à quel point son bouche à oreille positif aurait pu changer les choses. Sa sortie limitée a cherché avant tout à reproduire le modèle récent de certains drames prestigieux. En fait, c'est simple. Si vous voulez qu'un film soit éligible pour les cérémonies de récompense comme les Oscars, il faut qu'il reste minimum 2 semaines en salle, même si l'exploitation est limitée à une poignée de cinémas à New York et à Los Angeles. C'était ça le projet de Warner avec Juré numéro 2, ne pas investir dans une exploitation en salle et un marketing qui aurait demandé un coût supplémentaire et espérer que le bouche à oreille fasse son office. Mais j'ai 2 réserves là-dessus. Déjà, en 2024, le cinéma indépendant américain a prouvé, comme chaque année d'ailleurs, qu'il en avait sous le capot. The Brutalist ou Anora sont devenus en quelques mois des favoris pour les Oscars. Et ils ont pu sortir au final sur plus de copies en Amérique du Nord que Juré numéro 2, ce qui n'est pas toujours une évidence pour ce type de film. Et même si leurs budgets sont forcément moins élevés, ils ont su se montrer attractifs sur un terrain où Clint Eastwood avait pourtant toute sa place. Et ma deuxième réserve, c'est que le film sera a priori, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, absent des cérémonies de récompense, surtout les Oscars. Et au fond, ça se comprend. Parce qu'au-delà du buzz initial des œuvres concernées par ces cérémonies, on sait aussi qu'elles nécessitent des campagnes auprès des votants, une sorte de deuxième vague marketing qui peut parfois faire grimper la facture. Pour vous donner un exemple concret et un peu extrême, le superbe Roma d'Alfonso Cuarón, qui a été distribué par Netflix, a coûté la bagatelle de 15 millions de dollars à produire. Mais Netflix, qui voulait vraiment remporter des Oscars avec, et qui aura d'ailleurs l'Oscar du meilleur film étranger, a été jusqu'à investir entre 40 et 60 millions de dollars, soit le triple du budget du film, dans une campagne pour le voir récupérer des statuettes. Alors, ce qui veut dire soirée, projection, vous voyez le truc. Mais de son côté, David Zaslav avait bien fait comprendre qu'il n'avait pas envie d'investir 1 centime dans la promotion de Juré numéro 2, ce qui explique en partie son absence dans les cérémonies de récompense. Reste maintenant une question. Est-ce que Warner a eu raison d'assurer ses arrières, ou est-ce que le studio a sacrifié le potentiel de Juré numéro 2? Alors bien sûr, il serait mal avisé de ma part d'être catégorique là-dessus, mais disons que le destin du film à l'international n'a pas vraiment validé la théorie initiale du studio. Au-delà des États-Unis, Juré numéro 2 est sorti en salle sur 8 marchés différents. Et sur ces 8 marchés, il a engendré 21,4 millions de dollars de recettes. Et on peut être fier puisque la France a eu une certaine importance dans ce résultat, cocorico. Bon, faut savoir que la France a toujours soutenu et apprécié le cinéma de Clint Eastwood, au point où 15 de ses films, en tant que réalisateur, ont dépassé le million d'entrées. En fait, Juré numéro 2 est devenu l'un de ses films, puisqu'il a totalisé 1,6 million de tickets vendus, le plaçant comme le 8e plus gros succès du cinéaste sur le territoire. Derrière lui, il y a les 1,4 million de Sur la route de Madison, et devant lui, les 1,8 million de La Mule. Encore aujourd'hui, son record absolu reste Grand Torino, avec 3,4 millions d'entrées. Grâce à ses 448 copies sur le territoire français, ce qui est plus que solide comme nombre, Juré numéro 2 a eu l'opportunité
d'exister. Au terme de son premier week-end, il avait déjà réuni 385 000 spectateurs, ce qui selon Variety équivaudrait à peu près à 3 millions de dollars de recettes pour le film. La France ne peut pas généraliser le cas de Juré numéro 2, mais elle prouve tout de même que la proposition d'Eastwood a sans doute été balayée un peu vite d'un revers de main par Warner. D'ailleurs, la France a tellement surpris le studio que selon le compte Twitter officiel de Clint Eastwood, des discussions seraient en cours pour permettre au film de sortir en Blu-ray 4K, mais uniquement dans notre beau pays du fromage. Omelette de fromage. Pour les autres, la 4K ne sera disponible qu'en streaming sur Max. Alors on peut tirer plein de conclusions de cette exception française, mais ce qui me semble le plus important, c'est le problème de la méthodologie Zaslav, comme je vais la surnommer. Ce qui ressort du cas Juré numéro 2 et de la gestion plus globale de Warner, c'est qu'en voulant recréer ou esquiver des trajectoires toutes faites de films, Warner oublie de plus en plus que la vie d'un film reste celle d'un prototype. Et je précise que ça concerne pas que Warner, mais bien toutes les majors hollywoodiennes. Chaque œuvre est unique, avec son marketing et son contexte de sortie. Et les échecs récents de Clint Eastwood ne condamnaient pas Juré numéro 2 au même sort. La France n'a peut-être pas réécrit le box-office du long métrage, mais elle a prouvé que celui-ci avait bien un public. Mais encore fallait-il venir le chercher. Si ce genre de récap box-office vous intéresse, déjà on en fait pas mal sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites en commentaire ce que vous avez pensé de Juré numéro 2, parce que c'est ça le plus important. Mais je vous invite aussi et surtout à vous abonner au site d'Écran Large. Ça coûte que quelques euros par mois, ça vous donne accès à des articles exclusifs et des dossiers approfondis chaque semaine, et surtout ça vous permet de soutenir un média indépendant, et ça Clint, il approuve. Oh yeah. Et si vous voulez plus d'histoires autour des bids récents du box-office, vous pouvez voir la vidéo de Geoffrey sur le dernier Donjons et Dragons. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.